Que se passe-t-il lorsque ceux qui sont chargés de faire respecter la justice et la dignité trahissent cette confiance de la manière la plus dérangeante qui soit? Un ancien employé du comté de Hamilton a abusé de plus d'un cadavre sur son lieu de travail. Quand des agents de l'État, censés faire la lumière sur les faits, manipulent des corps, mélangent des restes humains ou, pire encore, exploitent les morts à des fins sinistres, les répercussions sont glaçantes. Ces histoires saisissantes de coronaires corrompus, prises en flagrant délit, ébranlent notre foi en l'intégrité de la médecine légale. Kenneth Douglas, le prédateur de la morgue. Dans un coin paisible du comté de Hamilton, Ohio, une obscurité cachée s'infiltrait doucement dans la vie quotidienne de la communauté. La morgue locale, autrefois vue comme un lieu de respect et de consolation, est devenue le décor d'un récit effrayant qui hanterait le comté pendant des décennies. Au cœur de ce cauchemar se trouvait Kenneth Douglas, un homme dont l'apparence banale dissimulait une âme pervertie par des désirs indicibles. Chaque nuit, alors que l'horloge dépassait minuit et que le silence de la mort enveloppait la morgue, une présence sinistre s'éveillait, préparant le terrain pour une histoire terrifiante qui plongerait la communauté dans l'effroi. Douglas a commencé à travailler à la morgue à la fin des années 1970, une époque où les gens croyaient que ceux qui s'occupaient des défunts le faisaient avec dignité. C'était un homme discret et sans prétention, qui se fondait dans l'ombre, accomplissant ses tâches avec un professionnalisme tranquille qui lui gagnait la confiance de ses collègues et de la communauté. Mais sous cette apparence sereine, un secret inquiétant mijotait. Tard dans la nuit, lorsque les couloirs de la morgue étaient déserts et que les seuls bruits étaient le ronronnement des machines et le tic-tac lointain de l'horloge, la vraie nature de Douglas se révélait. Dans l'isolement obscur, il se livrait à des actes civils qu'il défiait l'imagination. Une confession terrifiante révélerait plus tard l'ampleur de sa corruption. Douglas a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec les corps sans vie qui arrivaient sous sa responsabilité. Ses mots étaient crus et froids, prononcés sans remords, comme si cet acte n'était rien de plus qu'une curieuse excentricité de sa nature. « Je montais sur elle et baissais mon pantalon », avait-il déclaré. Cette affirmation simple mais horrifiante a provoqué des vagues de choc dans la salle d'audience lorsqu'elle a enfin été dévoilée. Il n'a pas fallu longtemps pour que les chuchotements se transforment en un grondement assourdissant d'incrédulité et de colère. La communauté ignorait que le coroner en qui elle avait foi commettait ces actes macabres à huis clos. Les familles venues faire leurs adieux à leurs proches n'imaginaient pas que leur confiance avait été si gravement trahie. La morgue, un lieu où les défunts devaient être traités avec respect, avait été souillée par la présence d'un homme qui transformait les derniers instants de vie en quelque chose de monstrueux. La routine mécanique de la morgue, avec son environnement stérile et sa dignité silencieuse, dissimulait une terreur qui serait bientôt révélée. Au fil des années, l'horreur cachée semblait destinée à rester un sombre secret. Mais le silence de la nuit ne pouvait masquer la vérité éternellement. En 2012, le voile a enfin été levé lorsque les familles des victimes, mues par le chagrin et une exigence inflexible de justice, ont porté leur cause devant les tribunaux. A federal appeals court hears arguments in a lawsuit brought by families of 3 people whose corpses were sexually abused at the Hamilton County morgue. Les preuves contre Douglas étaient écrasantes. Les rapports médico-légaux ont montré que son ADN avait été retrouvé sur le corps de Karen Range, une jeune femme de 19 ans dont la vie a été tragiquement interrompue en 1992. Cette découverte a été l'étincelle qui a déclenché une réaction en chaîne, exposant les atrocités cachées commises pendant de nombreuses années. La salle d'audience est devenue un champ de bataille où les peurs et les chagrins les plus profonds de la communauté étaient exposés. Les familles ont été contraintes d'écouter les détails effrayants des actes de Douglas, chaque mot renforçant le sentiment de trahison. Le procès était plus qu'une simple procédure légale. C'était un rappel douloureux de comment la confiance pouvait être brisée par l'obsession sombre d'un homme. Chaque témoin, chaque pièce à conviction ajoutait une nouvelle couche au suspense croissant, laissant la salle d'audience et la communauté tremblante d'incertitude quant à la manière dont une telle horreur avait pu perdurer. Au milieu du chaos du procès, un moment particulièrement terrifiant est survenu lorsque l'épouse de Douglas a témoigné. Son témoignage était comme une torsion dans un récit sombre.
Elle a raconté une fois où elle avait appelé à la maison pour signaler que son mari rentrait du travail en sentant l'alcool. Au lieu de manifester de l'inquiétude, la réponse fut un rejet glacial. Tout ce qui se passe sur la propriété du comté, pendant le temps du comté, relève des affaires du comté. Cette remarque cruelle a non seulement révélé le manque de supervision à la morgue, mais a aussi suggéré un échec institutionnel bien plus préoccupant. C'était un moment qui intensifiait le sentiment d'angoisse, laissant entendre que le mal tapi dans la morgue n'était pas totalement isolé. La bataille juridique qui a suivi fut longue et épuisante. Chaque jour dans la salle d'audience apportait un rappel de la trahison monstrueuse infligée aux défunts comme aux vivants. La communauté observait, le souffle suspendu, tandis que les preuves s'accumulaient. Avec chaque révélation, l'atmosphère devenait plus pesante sous le poids du chagrin et de la colère. Les responsables du comté ont tenté de se distancier de l'horreur, affirmant qu'ils ne pouvaient être tenus responsables des actions d'un seul individu. Mais au fur et à mesure que le procès avançait, il est devenu évident que l'absence de supervision et de contrôle adéquat avait permis à ce cauchemar de perdurer sans frein. En fin de compte, le tribunal a jugé que le comté pouvait bel et bien être tenu responsable de sa négligence. Cette décision représentait une modeste mesure de justice dans une affaire qui avait déjà laissé de profondes cicatrices émotionnelles sur d'innombrables familles. Pour ceux qui avaient perdu leurs proches, la douleur était amplifiée par la prise de conscience que le lieu même destiné à honorer les défunts avait été profané. Le procès n'a pas effacé les souvenirs de ce qui s'était passé, mais il a servi de rappel sinistre que le mal pouvait se tapir derrière les façades les plus ordinaires. Dr. David Suholtz, le coroner des ténèbres. Former Kenton County Coroner David Suholtz is appealing his convictions for illegally distributing prescription drugs, including opioids. Dr. David Seth Holtz était autrefois perçu comme un homme bienveillant et digne de confiance dans le comté de Kenton. Pendant de nombreuses années, il a exercé comme coroner du comté, un poste qui impliquait de confronter la mort chaque jour et d'apporter des réponses aux familles qui avaient perdu leurs proches. Les gens avaient foi en son travail soigné et son cœur compatissant. En parallèle de ses fonctions de coroner, il exerçait également comme médecin de famille, traitant ses patients avec chaleur et bienveillance. Sa douceur et son empressement à aider en faisaient une figure familière dans la communauté, et pendant longtemps, sa parole était vue comme une garantie de confiance. Cependant, en coulisses, l'histoire du Dr. Suholtz n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait. Lentement et sans attirer l'attention, un côté obscur se développait, dissimulé sous la surface. Dans les heures calmes de la nuit, loin du sourire bienveillant qu'il arborait en public, il a commencé à enfreindre les règles. Il a commencé à exploiter sa position respectée pour des gains personnels et a pris des décisions qui nuiraient aux personnes mêmes qui lui faisaient confiance. Ce qui a débuté comme une légère entorse à l'éthique s'est transformé en une série d'actions qui finiraient par détruire sa carrière et briser la confiance de toute une communauté. Le périple du Dr. Suholtz dans les ténèbres a commencé avec son travail de coroner. Sa mission était d'examiner les causes des décès, de rassembler des indices et d'aider les familles à comprendre pourquoi la tragédie avait frappé. Pendant de nombreuses années, son travail était marqué par une attention aux détails et une sérénité constante qui réconfortait ceux qui étaient en deuil. Mais à huis clos, il menait une double vie. Alors que le public voyait un serviteur dévoué de la loi, un monde secret de transactions interdites prenait forme dans sa pratique privée. Au fil des décennies, le Dr. Suholtz a bâti une réputation de médecin de famille digne de confiance. Les gens venaient à lui pour des maladies courantes, et il était là pour des bilans de routine, des maux mineurs, et même des problèmes de santé graves. Les familles venaient à lui avec l'espoir de guérison et de soins. Elles croyaient que son dévouement signifiait qu'il avait toujours leurs intérêts à cœur. Suholtz was the elected county coroner for 30 years there and a family physician for 50 years. Pourtant, avec le temps, ses actions ont commencé à s'écarter de la promesse qu'il avait faite d'aider et de protéger ses patients. Il s'est avéré que, derrière la façade bienveillante, le Dr. Suholtz distribuait illégalement des médicaments sur ordonnance, y compris des opioïdes très addictifs. Ces médicaments, destinés à soulager les personnes souffrant de douleurs, sont devenus des outils pour un commerce plus sombre. Le bon docteur qui avait autrefois soigné exploitait désormais son rôle pour fournir des drogues dont beaucoup deviendraient dépendants. Ces actions ont nui à de nombreuses vies,
Les médicaments devaient être contrôlés et administrés uniquement lorsque cela était absolument nécessaire. Mais il a brisé cette promesse à maintes reprises, ignorant les règles établies pour protéger les gens. La vérité a éclaté lorsque le conseil médical du Kentucky a commencé à enquêter sur ses agissements passés. Ils ont découvert que son comportement n'était pas une erreur isolée, mais faisait partie d'un schéma prolongé de violation de la loi. A federal prosecutor said that as a private physician, Suholtz's dangerous prescribing of high doses of opioids combined with other prescription drugs. Un cas particulier a montré qu'il avait prescrit de la méthadone, un médicament puissant, à un patient luttant contre une dépendance à l'oxycontine. Tout cela sans les autorisations nécessaires. C'était une preuve claire que le Dr Suholtz avait contourné les règles pendant de nombreuses années. À mesure que davantage de preuves étaient rassemblées, il est devenu évident que sa trahison de la confiance était profonde et dangereuse. Lorsque l'ampleur de ses méfaits a été révélée, le choc et l'incrédulité ont envahi le comté de Kenton. Les gens qui lui avaient fait confiance pour du réconfort dans les moments de chagrin se sentaient maintenant trahis par un homme qui avait abusé de son pouvoir. La communauté s'est retrouvée à se demander comment quelqu'un qu'ils connaissaient depuis si longtemps pouvait tomber si bas. C'était une leçon amère sur la manière dont même ceux qui semblent dévoués au bien public peuvent parfois s'égarer dans un territoire périlleux. Les retombées juridiques ont été rapides. Le docteur Suholtz a été arrêté et jugé pour ses crimes. La salle d'audience est devenue une scène où les vérités sombres de ses actions étaient dévoilées. Les preuves ont montré qu'il avait sciemment et à plusieurs reprises distribué des opioïdes sans respecter la loi. En fin de compte, un jury fédéral l'a reconnu coupable de 12 chefs d'accusation liés à la distribution illégale de ces drogues dangereuses. Prosecutors say some patients were prescribed high doses of medications and dangerous combinations without any justification at all. Le procès a révélé un homme qui avait autrefois porté une blouse blanche de soins, mais qui avait lentement été submergé par l'avidité et l'égoïsme. Même après la fin du procès, l'histoire du Dr Suholtz n'était pas terminée. Ses avocats ont soutenu que le juge avait commis plusieurs erreurs graves pendant le procès. Ils ont affirmé que le juge avait permis au jury d'entendre des preuves qui n'auraient jamais dû être partagées, et que ces preuves avaient injustement retourné le jury contre lui. Des détails sur les décès de 2 patients morts d'overdose de drogue, même si le Dr Suholtz n'avait pas prescrit les médicaments qui avaient causé leur mort, ont été admis dans la salle d'audience. Ses avocats ont déclaré que ces détails le dépeignaient injustement comme un monstre, une tactique qui a biaisé le jury dès le départ. Malgré ces arguments, la condamnation a tenu. Alors que le processus judiciaire se poursuivait, le Dr Suholtz a été condamné à 1 an et 1 jour de prison. Une peine qui a laissé beaucoup dans la communauté se demander si la punition correspondait à la gravité de ses actions. Pour certains, la peine semblait trop clémente pour un homme qui avait autrefois été vu comme un pilier de soutien et de soins. Pourtant, l'affaire a servi de rappel puissant que personne, pas même ceux occupant des positions de grande confiance et d'autorité, n'est au-dessus de la loi. David Fuller, le monstre de la morgue. Dans un coin tranquille de Grande-Bretagne, un homme a réussi à dissimuler un sombre secret pendant plus de 30 ans. David Fuller, qui semblait au départ un simple employé de maintenance hospitalière, s'est révélé être l'un des criminels les plus tordus et dangereux du pays. David Fuller murdered 2 women and sexually abused at least 100 bodies in hospital mortuaries. Son histoire est celle d'un mal caché, d'abus et d'un échec des systèmes même censés protéger les gens. Pendant des décennies, Fuller vaquait à ses occupations, apparemment inoffensifs, tout en commettant des actes innommables à huis clos. Il utilisait son emploi pour accéder aux espaces les plus privés de l'hôpital, les morgues, et commettait des crimes qui ont choqué tout le monde lorsqu'ils ont enfin été dévoilés. Tout a commencé avec les meurtres de 2 jeunes femmes. La première était Wendy Nell, une femme de 25 ans qui gérait un petit magasin de photographie dans une ville animée. Un jour fatidique, en juin 1987, le petit ami de Wendy a fait une découverte macabre dans sa modeste maison. Son corps nu gisait sur un lit taché de sang. Il est vite devenu évident qu'elle avait été brutalement attaquée et étranglée. Quelques mois plus tard, une autre tragédie a frappé. Caroline Pierce, une serveuse de 20 ans connue pour son sourire amical et sa nature bienveillante, a été enlevée devant chez elle. Contrairement à Wendy, Caroline a été retrouvée dans une zone isolée, son corps caché loin des regards. Sa mort était marquée par la cruauté, laissant derrière elle une série de questions qui ont déconcerté la police pendant des années. À l'époque,
Les détectives de police ont travaillé dur pour résoudre ces crimes. Cependant, sans les outils modernes de test ADN et avec des échantillons médico-légaux médiocres, leurs enquêtes se sont rapidement essoufflées. L'affaire, surnommée les meurtres des Bed-Sit parce que les 2 victimes ont été trouvées dans des espaces de vie modestes, est restée non résolue pendant plus de 3 décennies. Pendant ce temps, Fuller continuait sa vie, se déplaçant discrètement dans les couloirs et les zones de maintenance de l'hôpital, loin des regards et des soupçons. Au fil des années, la véritable nature de Fuller s'est révélée de la manière la plus inquiétante. En tant que travailleur de maintenance, il avait une carte magnétique spéciale qui lui permettait de se déplacer librement dans l'hôpital. Cet accès lui permettait d'entrer dans des zones comme les morgues où les corps étaient conservés. Dans ces pièces silencieuses, Fuller commettait des actes qu'aucun n'aurait pu imaginer. Il a abusé sexuellement des corps d'au moins 101 femmes et filles, dont les âges allaient de 9 à 100 ans. Ces femmes étaient mortes par accident dans les services ou même pendant une chirurgie. Les salles d'autopsie, contrairement à d'autres parties de l'hôpital, n'avaient pas de caméras de surveillance. Ce manque de supervision, destiné à préserver la dignité des morts, a offert à Fuller un lieu pour agir sans être pris. Pendant 15 longues années, il a pu errer dans ces couloirs de la mort sans contrôle. C'était une période marquée par de graves failles dans la sécurité de l'hôpital, où des mesures simples auraient pu l'arrêter. Les portes des réfrigérateurs contenant les corps étaient laissées déverrouillées dans les salles d'autopsie. C'est là que Fuller commettait ses actes ignobles. Ces crimes, cachés derrière des portes fermées et des zones de stockage verrouillées, personne ne soupçonnait l'homme discret et apparemment ordinaire dans la vie quotidienne. L'enquête sur les crimes de Fuller a finalement pris une tournure spectaculaire, avec l'aide de techniques ADN modernes. Lorsqu'un échantillon ADN amélioré a été prélevé sur le corps de Caroline Pierce, cela a ouvert la voie à une réouverture des anciens dossiers. Mais c'est un échantillon de Wendy Nell qui a conduit les détectives à une percée majeure. Avec l'aide d'une base de données nationale, la police a découvert que l'ADN correspondait à un homme qui avait autrefois été suspect dans d'autres affaires. Lentement, les détectives ont remonté la piste d'un parent de Fuller, jusqu'à Fuller lui-même. Lorsque la police s'est finalement rendue chez lui, Fuller a nié tout lien avec les meurtres. Cependant, les preuves étaient accablantes. Son ADN, ainsi qu'une empreinte digitale trouvée sur une pièce à conviction dans la maison de Wendy, correspondaient parfaitement au crime. La découverte choquante ne s'est pas arrêtée au meurtre. Lors d'une fouille de sa maison et de son bureau à domicile, les détectives ont trouvé des disques durs cachés, des CD et même d'anciennes disquettes remplies de millions d'images. Ces fichiers contenaient des preuves graphiques de ses abus. Des milliers de photos et des centaines de vidéos montraient son intérêt persistant et ignoble pour le viol, l'abus et le meurtre. Chaque fichier sur son ordinateur peignait le portrait d'un homme qui avait commis des actes innommables. Son comportement, aussi sombre qu'il était calculé. Le procès de Fuller a finalement eu lieu en 2021. Après avoir initialement nié les accusations, il a finalement plaidé coupable des meurtres de Wendy Nell et Caroline Pierce. Il a également admis 44 chefs d'accusation liés à ses abus sexuels des corps dans les morgues. En tout, l'enquête a révélé que 101 victimes avaient été abusées dans les morgues de l'hôpital. C'était un nombre qui a secoué la nation et a laissé beaucoup se demander comment un tel monstre avait pu opérer pendant si longtemps. Les tribunaux n'avaient d'autre choix que de lui infliger une peine de prison à vie en décembre 2021. Une peine qui signifiait qu'il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, sans jamais revoir le monde extérieur. L'horreur des crimes de David Fuller ne s'est pas arrêtée avec sa peine à vie. En décembre 2022, il a été condamné à nouveau pour l'abus supplémentaire de 23 corps. Chaque peine renforçait la gravité de ses actions et la profonde douleur qu'il avait causée à tant de familles et de communautés. L'homme de 69 ans a gagné un surnom notoire, certains médias l'appelant « le monstre à la morgue ». Son cas est devenu un rappel brutal de comment le mal peut parfois se cacher derrière le masque de la normalité. Shannon Kent, un récit de secrets sombres. Shannon Kent pleaded guilty back in December as criminal charges followed a series of troubling reports by Denver 7 Investigate. Dans une petite ville, où la confiance était autrefois évidente, l'histoire choquante de Shannon Kent s'est lentement dévoilée. Kent, un homme qui occupait une position exigeant soin et respect, est devenu une figure de honte et de suspicion. Pendant des années, il a porté 2 casquettes, l'une comme coroner du comté de Lake,
un poste auquel il a été élu en 2014, et l'autre comme propriétaire d'une franchise de funérarium et de morgue privée. Ces doubles rôles lui conféraient une position influente dans la communauté, une position qui serait plus tard entachée par une série d'événements troublants. Le récit a commencé à se compliquer en 2019 lorsque des rumeurs de méfaits ont d'abord émergé. C'est à cette époque que Kent a fait face à des accusations pour avoir utilisé sa femme comme coroner adjoint malgré qu'elle n'ait pas la certification appropriée. Une telle démarche, peut-être destinée à renforcer son bureau ou à maintenir un contrôle familial sur son entreprise, a suscité des inquiétudes parmi ceux qui croyaient que la confiance en un serviteur public ne devrait jamais être prise à la légère. Les gens ont commencé à se demander s'il y avait plus de secrets dissimulés derrière l'extérieur soigné de sa carrière. Mais le véritable tournant est survenu à l'automne 2020. Un jour ordinaire a pris une tournure sombre lorsqu'une femme en deuil s'est présentée au bureau du shérif du comté de Lake. Elle a affirmé que les cendres de son nourrisson, décédé en décembre 2019, ne semblaient pas correctes. Les restes incinérés étaient plus lourds que prévu et soulevaient des soupçons sur ce qu'ils pourraient contenir. Le pressentiment de la femme s'est transformé en une plainte officielle. Bientôt, l'enquête qui exposerait les horreurs cachées des opérations de Kent était en cours. Les enquêteurs ont suivi les indices et ont rapidement tourné leur attention vers le sous-sol de la maison de Kent. Un endroit qui était non seulement sa résidence privée, mais abritait également une partie de son entreprise de funérarium. Le 20 octobre, des agents des forces de l'ordre, y compris le shérif du comté de Lake Amy Reyes, sont descendus sur la propriété sans avertissement. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était un spectacle qu'aucun d'eux n'oublierait de sitôt. Le sous-sol était encombré de piles de paperasse qui débordaient de boîtes et d'armoires. Des sacs mortuaires usagés et des gants étaient éparpillés sur le sol, comme en témoignage silencieux du travail macabre qui avait été effectué là. Il y avait des bouteilles ouvertes de produits chimiques et des étagères remplies de médicaments et de conteneurs de crémation. Cela suggérait un mélange désordonné d'affaires et de négligence. Alors que les officiers s'aventuraient plus loin, l'odeur de décomposition et de produits chimiques emplissait l'air. Des flaques de fluide corporel s'étaient formées près d'une table d'examen. Et la vue était si troublante que le shérif Reyes a admis avoir commencé à se sentir malade, faible et étourdi. Sa décision de mettre fin à la fouille plus tôt a été prise à ce moment-là. Une décision qui n'a fait qu'approfondir le mystère entourant les activités se déroulant dans cet espace caché. La fouille a finalement révélé des détails encore plus alarmants. Les dossiers du cas de 2019 impliquant la mère en deuil semblaient disparaître sans explication. Cela laissait les enquêteurs avec plus de questions que de réponses. Les preuves suggéraient que les cendres livrées à la famille en deuil n'étaient pas simplement celles de son nourrisson. Des tests ont montré que les restes contenaient des morceaux de métal, qui pourraient provenir de bijoux, et suggéraient même que le mélange pourrait inclure les restes d'un autre adulte, et peut-être d'un animal. Pour une communauté qui faisait autrefois confiance à son coroner pour traiter les morts avec dignité et soin, l'idée qu'un serviteur public de confiance puisse mélanger des affaires aussi vitales et sensibles était à la fois déchirante et exaspérante. À la suite de cette découverte troublante, les roues de la justice ont commencé à tourner. Juste 3 jours après la fouille du sous-sol, l'État a pris la mesure audacieuse de suspendre la licence de Kent pour gérer 2 de ses 5 morgues. La pression s'est rapidement intensifiée. En quelques semaines, il s'est retrouvé à rendre les licences pour toutes ses entreprises. La figure autrefois puissante et respectée faisait maintenant face aux conséquences d'actions que beaucoup estimaient enracinées dans l'arrogance et l'avidité. Enfin, le tribunal s'est prononcé contre lui. La juge, Catherine Cherut, s'exprimant sur un ton mêlant déception et sens de la finalité, a remarqué que Kent avait laissé son pouvoir se transformer en un sentiment d'impunité, en disant que sa position, autrefois vue comme un grand honneur et une responsabilité, était devenue un bouclier pour ses méfaits. La juge a clairement indiqué que la probation ne suffirait pas comme punition pour quelqu'un qui avait trahi la confiance du public. En conséquence, Shannon Kent a été condamnée à 6 mois dans la prison du comté de Lake. Une peine qui, bien qu'elle puisse sembler légère à certains, marquait le début de la fin pour une carrière qui avait sombré dans la corruption. Jerry Bridges, le traître de la confiance. Jerry Bridges avait autrefois été un coroner respecté dans le comté de Jones, Géorgie. Un homme connu pour son calme et son travail minutieux,
dans la gestion des arrangements finaux de ceux qui étaient décédés. Sa vie semblait suivre un chemin stable et honorable. Ayant grandi dans une petite ville, il a appris tôt l'importance de la confiance, de la communauté et du service. Les familles le respectaient et lui faisaient confiance pour une des tâches les plus délicates qu'on puisse imaginer, s'occuper des morts et offrir une clôture appropriée à leurs proches. Pendant des décennies, il a construit une réputation d'homme qui traiterait les défunts et leurs familles en deuil, avec respect et sensibilité. Pourtant, caché derrière cet extérieur bienveillant, se trouvait un secret qui briserait plus tard la confiance même qu'il avait passé sa vie à gagner. Pendant de nombreuses années, Bridges a travaillé comme coroner, un rôle qui exigeait à la fois science et compassion. Il était responsable de déterminer les causes des décès, travaillant souvent avec la police, les médecins et les membres de la famille, à la recherche de réponses. Les gens comptaient sur ses connaissances et sa présence stable pendant les moments de grand chagrin. Son bureau est devenu un lieu où le chagrin rencontrait l'ordre et où des vérités douloureuses étaient découvertes calmement et méthodiquement. Mais derrière la scène, Bridges faisait quelque chose de totalement inattendu, quelque chose qui trahirait la foi que la communauté avait placée en lui. Bridges a commencé à demander aux familles de l'argent à l'avance pour couvrir les frais de funérailles et d'inhumation. Au début, cela pouvait sembler une demande raisonnable, étant donné les coûts souvent élevés associés aux funérailles. Il les rassurait que leur argent serait conservé en sécurité et utilisé uniquement pour payer les services qui honoreraient leurs proches. Dans un moment où les familles étaient vulnérables et désespérées pour un signe d'espoir dans leur douleur, ces mots étaient comme un petit réconfort dans une tempête écrasante. Les familles croyaient qu'en payant à l'avance, elles pourraient éviter d'autres complications pendant leur période de deuil. Cependant, avec le temps, la réalité des actions de Bridges a commencé à se dessiner. Au lieu de mettre l'argent de côté, comme promis, il a commencé à l'utiliser à son propre profit. Chaque euro qui était destiné à assurer un adieu approprié aux défunts finissait dans ses propres poches. La confiance que les familles lui avaient accordée était brisée à chaque transaction. Lorsque la tromperie a enfin été découverte, ce n'était pas seulement la perte financière qui a durement touché les familles, mais la profonde trahison qu'elles ressentaient. Leur chagrin était aggravé par la réalisation que la seule personne sur laquelle elles comptaient pour s'occuper de leurs proches avait choisi d'exploiter leur douleur. En juin 2019, la vérité a enfin été exposée. Les autorités ont commencé à rassembler les preuves, montrant comment Bridges avait détourné les fonds destinés aux frais funéraires. Son arrestation a envoyé des ondes de choc à travers la petite communauté, un endroit où tout le monde parlait autrefois en bien de son professionnalisme et de sa gentillesse. Soudain, ces mêmes voix étaient remplies d'incrédulité et de chagrin. Les familles, qui lui avaient autrefois fait confiance, se retrouvaient maintenant à se demander comment un homme, qui semblait si bienveillant, pouvait commettre un acte de fraude si froid et calculé. La nouvelle de son arrestation était comme une tempête soudaine dans un ciel clair, assombrissant les espoirs et les souvenirs de beaucoup. À mesure que d'autres victimes se présentaient, il est devenu clair que le stratagème de Bridges n'était ni une erreur ponctuelle, ni une faute mineure de jugement. Avec le temps, il avait pris de l'argent à des dizaines de familles, accumulant plus de 182 000 € en fonds qui étaient censés être réservés aux rites finaux. Pour les familles, ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une blessure profonde qui rouvrait de vieux chagrins. Beaucoup d'entre elles luttaient déjà avec la douleur de la perte, et la découverte de la fraude ajoutait une nouvelle couche de difficulté à leur vie. Certaines familles se retrouvaient incapables de payer même les dépenses de base nécessaires pour dire correctement adieu à leurs proches. D'autres ont été forcés de prendre un travail supplémentaire ou d'emprunter de l'argent, mettant encore plus à rude épreuve l'équilibre fragile de leur vie. Le procès qui a suivi a été un moment amer pour la communauté. Bridges a finalement plaidé coupable de 43 chefs d'accusation liés à la fraude. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était lourde d'un mélange de colère, de tristesse et d'incrédulité, qu'une figure aussi respectée se soit révélée si profondément malhonnête. Le juge a écouté les nombreuses histoires de perte et de trahison. Des histoires qui peignaient le portrait d'un homme qui n'avait pas seulement mal utilisé l'argent, mais avait également brisé la confiance de la communauté. Le processus judiciaire a révélé les nombreuses couches des actions de Bridges, montrant que ses décisions n'étaient pas faites dans un moment de faiblesse, mais faisaient partie d'un schéma à long terme de tromperie. L'âge et la mauvaise santé de Bridges ont été pris en considération lorsque le juge a décidé de sa peine.
Bien qu'il aurait pu faire face à une peine de prison beaucoup plus longue, le tribunal l'a finalement condamné à 5 ans de prison, assorti de 15 ans de probation. La peine était vue comme un moyen de le tenir responsable sans complètement ignorer les circonstances qui ont conduit à ses actions. Pourtant, pour les victimes, aucune peine ne pouvait véritablement effacer la douleur ou restaurer la confiance qui avait été perdue. Ils continuaient à vivre avec les souvenirs d'avoir été trahis dans l'un de leurs moments les plus sombres. Un rappel brutal que même ceux qui semblent offrir du réconfort peuvent avoir des secrets qui causent des dommages durables. Avec tant de cas choquants de corruption et d'incompétence dans le monde de la pathologie médico-légale, on se demande combien d'autres dissimulations ou secrets effrayants sont encore enfouis sous la surface.